Mon mari m'a dit un jour qu'il n'avait pas besoin de mon amour. Ce n'est que quand j'ai cessé de lui en donner qu'il a complètement déraillé. Cela faisait 20 ans que Gérald et moi étions ensemble, avec nos 2 enfants, Ruby, 12 ans, et Max, 10 ans. Pendant les 15 premières années, tout roulait. On faisait bloc, on élevait les enfants, on bossait, on construisait notre vie. Mais à partir du moment où les enfants ont grandi et sont devenus plus indépendants, j'ai senti que Gérald s'éloignait totalement. Il rentrait à la maison, mangeait, puis passait sa soirée le nez collé à son portable à scroller des forums de sport, jusqu'à ce qu'il parte se coucher sans un mot. Le week-end, c'était foot à la télé ou jeux vidéo, parfois 8 heures d'affilée. Chaque fois que j'essayais de discuter avec lui, il haussait à peine les yeux, l'air de s'ennuyer. Je m'installais près de lui, il se tournait pour me faire comprendre que je dérangeais. J'ai tenté tout ce que je pouvais pour raviver notre couple. Soirées à 2, mais il passait son temps sur ses mails ou à écrire à sa ligue de foot virtuelle. Lingerie sexy, il me répondait qu'il était crevé puis restait scotché à YouTube jusque tard. J'ai proposé des trucs sympas comme des ateliers cuisine ou des dégustations de vin. Réponse, c'est pas son truc. Je préparais ses plats préférés, il mangeait sans remarquer, absorbé par son téléphone. Je glissais des petits mots tendres dans ses repas. Je les retrouvais ensuite chiffonnés au fond de la voiture. Je lui envoyais des messages coquins dans la journée. Il me répondait un pauvre mot. 6 heures plus tard, j'avais fabriqué un bocal où chacun pouvait écrire ce qu'il appréciait chez l'autre. Le sien est resté vide des mois durant. Je le priais de venir à la salle de sport avec nous. Il me disait qu'il était bien comme il était, que c'était de l'arnaque. Je lui demandais d'assister au spectacle de Ruby ou au match de Max. Il rétorquait qu'un seul parent suffisait. J'avais acheté un jeu pour qu'on se rapproche. Il trouvait ça idiot. Je lui ai proposé une thérapie de couple. Il a balancé que seuls les gens cassés en avaient besoin et qu'on n'avait pas de soucis. Quand je pleurais en lui avouant que je me sentais seule dans notre couple, il levait les yeux au ciel et me traitait de chieuse, disant qu'on était heureux et que je fantasmais sur les films romantiques. Il justifiait sa passivité en disant « Je bosse 40 heures, je ne bois pas, je ne te frappe pas, je ne te trompe pas, c'est déjà pas mal, non ?» Comme si faire le minimum syndical était exceptionnel. Il concluait « D'autres femmes rêveraient d'avoir un mari qui leur fiche la paix, plutôt que de réclamer de l'attention comme une gamine. » Il y a environ 1 an et demi, une grosse dispute a éclaté. Je lui ai dit franchement que j'avais besoin qu'il fasse un effort, qu'il me prouve son attachement, au moins un semblant d'affection. Il s'est mis à rire et à décréter que j'en demandais trop, que je l'éreintais avec mes histoires, que j'inventais des problèmes. Il a balancé « Tu savais qui j'étais quand tu m'as épousée, comme si l'égoïsme était gravé dans le marbre. » C'est là que j'ai compris. Il avait raison, c'était mon choix. J'ai donc décidé d'arrêter. Fini les surprises en tête-à-tête, la lingerie, les plats sophistiqués. Désormais, je cuisinais juste pour les enfants et moi. Terminé les petits mots, les messages, les questions attentionnées, les câlins du soir, l'organisation des anniversaires, les fêtes de mariage ou les appels à participer à la vie de famille. J'ai tout arrêté. À la place, je me suis inscrite à un club de lecture le mardi, au yoga le jeudi. Je retrouvais des amis autour d'un café le samedi matin pendant qu'ils faisaient la grasse mat. Je faisais de la randonnée le dimanche. J'ai passé un diplôme de coach de fitness pour donner des cours au centre du quartier. Je me suis mise à l'espagnol avec Maria. J'apprenais la poterie. Je m'initiais à la photo. J'ai dévoré des livres. Je n'ai jamais été aussi épanouie. J'ai noué des amitiés sincères. Pendant des mois, Gérald n'a rien vu. Il semblait parfaitement satisfait de cette existence de colocataire avec enfants à charge. Depuis presque 1 an, plus de sexe entre nous, cela ne lui posait aucun problème. Plus de sorties à 2, ça ne lui manquait pas. J'ai cessé de dire « je t'aime ». Lui non plus ne le disait jamais. Il circulait dans la maison comme si j'étais invisible. Et puis, la semaine dernière, c'était son anniversaire. J'ai juste suggéré aux enfants de lui préparer des cartes en papier de couleur. Et je lui ai dit qu'il pouvait choisir ce qu'il voulait pour le dîner. Point final. Pas de gâteau, pas de cadeau, rien de spécial, aucune surprise, même pas un petit déjeuner particulier ou un week-end organisé. Juste un jeudi comme un autre, avec un Chinois à emporter. Il avait l'air déconcerté mais n'a rien dit, jusqu'à dimanche où il a explosé. J'étais en train de remplir le lave-vaisselle. Gérald a déboulé dans la cuisine, le visage rouge écarlate, les mains qui tremblaient. Il s'est mis à hurler que j'avais tout changé sans l'en avertir, qu'il ne comprenait pas pourquoi je le punissais, qu'il voulait savoir à quel moment j'étais devenue aussi distante, insensible à ma famille. Sa voix montait de plus en plus. Moi, je continuais de rincer les assiettes, calmement. Je m'attendais à me sentir coupable ou stressée, mais non. J'étais juste fatiguée, vidée. Il m'a exigé de le regarder en face quand il me parlait, alors je me suis retournée, j'ai essuyé mes mains sur le torchon, il respirait bruyamment, comme s'il venait de terminer un marathon. Je lui ai rappelé qu'on avait déjà eu cette discussion il y a 18 mois, lors de notre grosse dispute. Je lui ai redit une nouvelle fois que tout ce que je demandais, c'était un effort de sa part, de l'attention, de la tendresse, juste un signe qu'il tenait à moi, à notre couple. Il m'a coupée. Pour lui, ce n'était qu'une conversation vite oubliée, et il m'en voulait presque de garder ça en tête, comme si c'était ridicule d'y accorder de l'importance. Son ton laissait entendre que parler d'un truc aussi ancien relevait de la folie. Je lui ai justement fait remarquer que ce n'était pas un simple incident isolé,
mais que ça faisait 1 an et demi que je ne vivais plus du tout comme avant. Je lui ai demandé s'il avait remarqué que j'avais arrêté d'organiser des sorties, de préparer des petits plats, de laisser des mots doux ou même de poser des questions. Il me regardait comme si je parlais chinois. J'ai ajouté qu'il ne voyait rien, trop absorbé par son téléphone pour se rendre compte de ce qui se passait juste sous son nez. Il a serré la mâchoire et a détourné les yeux. Gérald s'est vite ravisé. Son ton s'est fait plus conciliant et il m'a juré qu'il allait changer, qu'il m'emmènerait dîner, qu'il participerait davantage à la maison. Il a aussi promis qu'il ferait l'effort de poser son téléphone. Mais ses mots sonnaient creux, récités, comme s'il avait appris son texte. Je lui ai alors demandé pourquoi 18 mois de supplication n'avaient jamais suffi à le bousculer, et qu'il suffisait d'un anniversaire manqué pour que soudain tout change. Il a ouvert la bouche mais était resté muet. Son visage s'est empourpré et il m'a reproché de ne pas lui laisser l'occasion d'arranger les choses, allant jusqu'à m'accuser de vouloir saboter notre mariage, que j'étais injuste de refuser sa tentative de changement. Je lui ai répondu que ça faisait des années que je me contentais de miettes en prétendant que ça me suffisait. Il a frappé de la main sur le plan de travail, a quitté la cuisine et j'ai entendu la porte de la chambre claquer. Les jours suivants, Gérald a fait comme si notre conversation n'avait jamais existé. Mardi soir, alors que je préparais des nuggets de poulet et des coquillettes pour Ruby et Max, Gérald est entré dans la cuisine en me demandant à quelle heure on dînait. Je lui ai dit que j'avais cuisiné pour les enfants et qu'ils pouvaient commander ce qu'ils voulaient. Il est resté planté là, l'air désemparé, pendant de longues secondes, avant de me demander ce que je voulais dire par là. J'ai répété que j'avais fait à manger pour les enfants, pas pour lui, et qu'il n'avait qu'à se débrouiller ou commander quelque chose. Son visage a défilé toute une série d'expressions avant qu'il ne fasse demi-tour et quitte la pièce. Plus tard, pendant que je me préparais pour le club de lecture, j'ai enfilé un jean, un haut sympa, attrapé mon sac, et Gérald, qui regardait le foot affalé sur le canapé, m'a demandé où j'allais. Je lui ai rappelé que c'était mardi, donc soirée club de lecture. Il a suggéré que je pouvais sauter une fois, vu qu'il y avait le match. J'ai répondu « Non, merci », et je suis sortie. Il m'a appelé, un peu paniqué. « Et moi, je fais quoi avec les enfants ?» Je lui ai lancé « Tu es aussi leurs parents. Je rentre avant 9 heures. » En reculant la voiture, je l'ai aperçu, toujours sur le canapé, scotché à son téléphone. Jeudi, pendant que je pliais le linge, Ruby est venue me voir, a refermé la porte et s'est assise au bord du lit. Elle m'a demandé tout bas pourquoi papa était si en colère ces temps-ci, puis si on allait divorcer. Je me suis assise à côté d'elle, j'ai passé un bras autour de ses épaules et je lui ai expliqué que son père et moi traversions des soucis d'adultes, mais qu'elle et Max étaient aimés et en sécurité, quoi qu'il arrive. Elle s'est blottie contre moi en me confiant qu'elle me trouvait plus heureuse ces derniers temps, alors que papa, lui, ne parlait quasiment à personne, toujours occupé par son téléphone ou la télé. Je lui ai demandé si tout ça lui faisait peur. Elle m'a répondu un peu, mais surtout, elle ne comprenait pas pourquoi papa agissait si différemment, alors que pendant longtemps, tout était resté pareil. J'ai réalisé qu'elle avait tout suivi de bien plus près que je ne l'aurais cru. 2 semaines après son anniversaire, Gérald a commencé à faire des efforts visibles pour me parler. Un soir, alors que je faisais à dîner, il est entré dans la cuisine pour me demander comment ma journée s'était passée. J'ai répondu vaguement. Il est resté là, attendant sans doute que je lui retourne la question, mais j'ai continué à découper mes légumes. À une autre occasion, il s'est installé à côté de moi sur le canapé, pendant que je regardais une émission, sans toucher à son téléphone de toute l'heure. Tout semblait calculé, forcé, presque comme s'il répétait un rôle devant un public. Un samedi matin, il a voulu savoir s'il pouvait venir au café avec mes amis. Je lui ai expliqué que c'était une sortie entre filles et qu'il ne s'amuserait pas. À chaque fois, j'avais l'impression qu'il suivait une liste, comme s'il coche des cases sur un mode d'emploi. Rien de tout ça ne semblait sincère. Il posait des questions, mais son regard restait absent. Il s'asseyait à côté de moi, mais il était raide, visiblement mal à l'aise. C'était presque pire que quand il m'ignorait. Au moins là, j'avais droit à quelque chose d'authentique. J'ai continué à aller au club de lecture du mardi et au yoga du jeudi. Le samedi matin, je retrouvais les copines autour d'un café tandis que Gérald dormait jusqu'à midi. Le dimanche, je partais en rando avec mon groupe. La rancœur de Gérald devenait un peu plus palpable chaque semaine. Il s'est mis à me faire des réflexions sur le fait que je n'étais jamais à la maison. Je lui ai souligné que je n'étais absente que 10 heures par semaine à tout casser. Il a soutenu que ça lui semblait beaucoup plus. Un dimanche, alors que je me préparais pour la rando, il a annoncé avoir organisé une sortie familiale, direction parc à trampoline. J'ai demandé à quelle heure, il a répondu 11 heures, pile quand j'avais rando. Je lui ai dit que ce n'était pas possible, j'avais déjà prévu. Il a essayé d'insister, arguant que les enfants tenaient à y aller et que je pouvais bien manquer la rando pour une fois. J'ai répondu qu'il pouvait très bien les emmener sans moi. Son visage est tombé et il a dit que le principe, c'était justement de faire un truc tous ensemble. Je lui ai rappelé que ça faisait des années que je lui proposais des activités en famille et il avait toujours la même réponse. Un parent, ça suffit. Il s'est replié sur lui-même et s'est éloigné.
Plus tard, je l'ai entendu expliquer aux enfants qu'on n'irait pas parce que maman a autre chose de prévu. La semaine suivante, nouveau scénario. Gérald a tenté de jouer sur la corde sensible en disant que les enfants regrettaient les dîners en famille. Il m'a accusé d'être égoïste avec toutes mes activités. Je lui ai souligné qu'on dînait ensemble quasiment tous les soirs. J'étais là 5 soirs sur 7. Il s'est braqué, assurant qu'il essayait juste de garder l'unité familiale. Je lui ai demandé où avait bien pu passer cette préoccupation ces 5 dernières années, en lui rappelant que c'était quand même lui qui dînait la plupart du temps devant la télé. Il m'a accusé de tout déformer pour le faire passer pour le méchant, la voix de plus en plus forte, en affirmant que tout ce qu'il voulait, c'était revenir à la normale. Je lui ai alors lancé que justement, le problème, c'était cette soi-disant normalité, que normal signifiait que je prenais tout en charge pendant qu'il ne levait pas le petit doigt. Il s'est défendu en disant que j'exagérais et que ce n'était pas juste. Je lui ai alors demandé qu'il me donne un exemple, rien qu'un seul, de ce qu'il avait fait pour nous deux ces 5 dernières années, à part être présent physiquement. Silence radio. Au club de lecture, ce mardi-là, même si la discussion portait au départ sur le livre du mois, elle a vite dérapé sur nos couples. Céline a dit qu'elle me trouvait bien plus épanouie et légère que l'année précédente. Et même si je n'avais pas prévu de me confier, tout est sorti d'un coup. J'ai expliqué comment Gérald m'avait considérée comme acquise pendant des années, comment j'avais fini par tout arrêter, et comment il est parti dans tous ses états en comprenant que son petit confort était menacé. Céline hochait la tête, signe que l'histoire ne lui était pas inconnue. Elle a raconté que son ex-mari avait agi exactement de la même façon, l'ignorant complètement, jusqu'au jour où elle-même n'a plus fait d'efforts. Là, soudain, il s'est aperçu qu'il avait besoin d'attention, tout simplement parce que la situation ne lui convenait plus. Selon elle, certains hommes ne comprennent la valeur de ce qu'ils ont qu'une fois qu'ils l'ont perdu. Autour de la table, bien d'autres avaient vécu la même chose. Les écouter m'a permis de réaliser que je n'étais pas folle de vouloir être heureuse dans mon mariage, que je n'en demandais pas trop, en espérant juste un peu d'attention et de respect. J'ai vraiment senti le poids se lever de mes épaules. 2 jours après, la mère de Gérald m'a appelée, visiblement informée par son fils que nous traversions une passe difficile. Je lui ai répondu qu'on essayait de régler certaines choses, et là, après une pause, elle m'a demandé si je n'avais pas des signes de ménopause précoce, ajoutant que les hormones pouvaient faire agir les femmes différemment, puis si j'avais envisagé une dépression, parce que selon elle, cela pousse parfois à s'éloigner des siens. Tellement surprise, je n'ai rien trouvé à répondre sur le moment. Je lui ai demandé alors ce que Gérald avait bien pu lui raconter. Elle m'a expliqué qu'il lui avait dit que j'avais beaucoup changé, que je ne m'occupais plus de la famille comme avant, qu'il s'inquiétait pour moi. J'ai senti la colère me monter aux joues. Il s'était fait passer pour le pauvre mari dépassé, obligé de gérer une épouse instable, sans jamais mentionner son absence totale pendant 5 ans. J'ai coupé court en lui disant qu'on allait gérer la situation, puis j'ai raccroché. Plus tard, quand Gérald est rentré, je lui ai demandé ce qu'il avait raconté à sa mère. Il a rétorqué qu'il avait seulement dit qu'on avait quelques soucis. Et sur ma question de savoir s'il avait évoqué sa part de responsabilité, il m'a répondu qu'il ne voyait pas l'intérêt d'entrer dans les détails. C'est là que j'ai compris qu'il se voyait vraiment comme la victime dans cette histoire. Je suis montée me coucher sans un mot de plus. Les semaines suivantes n'ont pas été de tout repos, mais j'ai continué à faire ma vie. Club de lecture le mardi, yoga le jeudi, café entre copines le samedi et balade le dimanche. À chaque fois que je quittais la maison, Gérald me regardait d'un air incrédule, comme s'il ne comprenait pas que je prenne autant l'air. À peu près 1 mois après son anniversaire, alors que je pliais le linge des enfants dans le salon, Gérald est rentré. Il s'est arrêté devant le panier, puis m'a demandé où étaient ses chemises de travail. Je lui ai répondu qu'elles étaient toujours dans le panier à linge sale, là où il les avait laissées. Il m'a lancé un regard incrédule et a dit « J'ai toujours fait la lessive le mercredi ». Je lui ai rétorqué « Moi, je fais le linge des enfants et le mien le mercredi, à toi de voir pour les tiennes ». Là-dessus, son visage a viré au rouge et il s'est écrié que la lessive, c'était un truc de femme. J'ai continué de plier les t-shirts de Max en lui lâchant qu'on était 2 adultes salariés et qu'il pouvait bien lire la notice de la machine à laver tout seul. Il m'a accusé d'être mesquine, de vouloir compter les points au lieu de former une vraie équipe. Je l'ai regardé bien en face et je lui ai demandé quand, pour la dernière fois, il avait agi comme un membre d'équipe justement. Il est resté sans voix, a juste attrapé son téléphone et s'est enfermé dans la chambre. Le lendemain matin, pas de sandwich préparé pour lui dans le frigo. Il a fait la remarque et je lui ai simplement répondu qu'il était grand, capable de se faire un sandwich ou d'acheter 2 bricoles au passage. En partant, il a grommelé que j'étais immature. 2 semaines plus tard, rentrant du yoga un jeudi soir, j'ai découvert une baby-sitter assise dans mon salon. La jeune fille m'a expliqué que Gérald l'avait appelée pour venir garder les enfants quelques heures. J'étais un peu perdue, jusqu'à ce que Gérald descende, habillé comme pour un rendez-vous, tout fier. J'ai organisé une soirée surprise pour nous deux. Je lui ai alors demandé pourquoi il ne m'en avait pas parlé avant. Il a répliqué que le principe, c'était la surprise,
qu'on en avait besoin. Ça m'a franchement agacé qu'il pense que j'allais tout lâcher comme ça, mais maintenant, la babysitter était là, déjà payée. Nous sommes donc allés dans ce resto italien où on allait de temps en temps, il y a des années. Gérald a fait mine de s'intéresser, lancé des questions sur ma journée, mais il vérifiait son téléphone toutes les 2 minutes, et à chaque fois que je commençais à répondre, il était déjà reparti dans ses messages. À la 3e interruption, j'ai arrêté de parler, et il ne s'en est même pas rendu compte tout de suite. Puis il a fini par retourner son téléphone et m'a dit « Tu sais, je fais vraiment des efforts. » J'ai répliqué qu'un dîner ne pouvait pas effacer 5 ans de négligence. Piqué au vif, il a rétorqué qu'il aurait pu croire que ça m'aurait fait plaisir qu'il tente quelque chose. J'ai précisé qu'un effort, ce n'est pas une sortie de temps en temps quand il panique, c'est changer sur la durée. On a fini le repas quasiment sans se parler. Sur le chemin du retour, il m'a demandé ce que je voulais de plus. Franchement, à ce moment-là, j'en savais plus rien. Le samedi suivant, j'étais assise dans ma voiture devant le café, en avance pour voir les filles, quand je me suis mise à réfléchir à tout ça. Je me suis rendu compte qu'à force de chercher l'attention de Gérald pendant des années, je ne m'étais jamais demandé si ce mariage, moi, j'en avais encore envie. Cette pensée m'a fait peur, c'est vrai, mais j'ai aussi ressenti comme un souffle de liberté. Depuis 1 an et demi, j'avais commencé à me construire une vraie vie en dehors de notre couple, avec des amis qui s'intéressaient vraiment à ce que je ressentais, des passions qui me donnaient confiance en moi, une forme physique comme je n'en avais jamais eu, des cours de fitness où certains me trouvaient inspirante, la poterie que j'apprenais et mes photos qui faisaient réagir. J'aimais sincèrement la femme que j'étais devenue sans Gérald à mes côtés. Peu à peu, je me suis demandé si, au fond, je n'avais tout simplement pas dépassé ce mariage, si je ne méritais pas mieux qu'un mari qui ne se bouge que lorsqu'il sent que son confort est menacé. L'idée du divorce, après 20 ans de vie commune, c'était vertigineux, terrifiant même. Mais imaginer 20 ans de plus à me sentir transparente ne l'était pas moins. Ce dimanche après-midi-là, Max est entré dans la cuisine alors que je préparais le dîner, l'air soucieux. Il m'a demandé « C'est vrai que tu n'apprécies jamais ce que fait papa ?» J'ai posé mon couteau et j'ai voulu savoir d'où il tenait ça. Il m'a expliqué qu'il avait entendu papa, la veille, parler au téléphone avec un ami. Son père disait que maman ne voyait jamais rien et lui donnait toujours l'impression que rien n'était assez bien. Max voulait savoir si c'était vrai. Je me suis mise à sa hauteur et je lui ai expliqué que parfois, les adultes voyaient les choses différemment, que papa et moi on essayait de mieux se comprendre et que tout ça, c'était des histoires de grands qui n'avaient rien à voir avec lui, ni avec Ruby. Max m'a alors demandé si on allait divorcer. Je lui ai avoué que je n'en savais rien, mais que lui et Ruby seraient toujours aimés, quoi qu'il arrive. Il m'a serré fort, puis il est reparti dans sa chambre. J'étais en colère que Gérald donne sa version à tout le monde en oubliant d'assumer sa part de responsabilité. Et je me sentais coupable que les enfants ressentent tout, malgré nos efforts pour les préserver. Le mercredi suivant, Gérald est rentré plus tôt qu'à l'accoutumée. Il semblait bouleversé. Je lui ai demandé si tout allait bien. Il m'a raconté que son patron l'avait convoqué. Il avait enchaîné les ratés au travail ces dernières semaines, des échéances manquées, des erreurs dans ses dossiers. Son chef lui avait demandé s'il se passait quelque chose à la maison. Gérald avait fini par admettre que oui, il était préoccupé. Son patron lui avait dit qu'il allait devoir reprendre les choses en main s'il ne voulait pas de conséquences. Gérald s'est alors effondré sur la table de la cuisine, la tête entre les mains, et il m'a glissé. Je n'arrive plus à me concentrer sur rien. J'ai l'impression que tout s'écroule et je ne sais pas comment réparer tout ça. Pour la première fois, je l'ai senti vraiment toucher du doigt l'ampleur de ce qui lui échappait. Pas seulement notre couple, mais tout le reste aussi. Il ne pouvait plus se contenter de passer entre les gouttes, comme avant. Je l'ai plaint, un peu, mais je me suis aussi dit qu'il fallait peut-être qu'il ressente tout cela, pour comprendre enfin à quel point ses choix avaient de l'impact partout, pas uniquement à la maison. Les semaines suivantes, j'ai passé de longs moments à réfléchir à ce que je désirais vraiment. Parfois, je restais assise dans ma voiture après le yoga ou une randonnée, perdue dans mes pensées. Je faisais des listes des pour et des contre, rester ou partir. Du côté rester, il y avait 20 ans partagés, les enfants réunis, la stabilité, la peur de tout recommencer. Côté partir, le sentiment de n'être plus qu'un fantôme à la maison, porter à moi seule la charge émotionnelle, la crainte que les efforts de Gérald soient éphémères, l'aspiration à autre chose que la survie au quotidien. J'en ai discuté avec Céline autour d'un café, un samedi matin. Elle m'a dit que personne ne pouvait choisir à ma place, mais que je méritais clairement d'être avec quelqu'un qui voulait sincèrement être là, pas juste quelqu'un qui s'efforce de rester quand il n'a plus d'autre option. Ces mots m'ont beaucoup marqué. Je repensais aussi souvent à cette vie que j'avais construite en 18 mois, à tout ce qui m'avait rendue heureuse sans Gérald. Rester. Est-ce que cela reviendrait à abandonner tout ça? À m'effacer à nouveau pour tenter de sauver un couple en miettes? Ou pouvais-je espérer continuer à vivre cette version de moi? Cette fois, j'ai pris le temps de vivre mes émotions, au lieu de me précipiter à effacer les conflits pour rassurer Gérald, comme toujours. Étrangement, c'était libérateur de penser enfin à moi,
de me donner la priorité, pour une fois. 3 mois après son anniversaire, Gérald est venu me retrouver dans la chambre, un soir où je lisais au lit. Il a frappé doucement au chambranle, m'a demandé s'il pouvait me parler. J'ai accepté, il s'est assis au bord du lit, puis il s'est effondré en larmes. Pas quelques larmes discrètes, mais de vrais sanglots. Il m'a avoué qu'il avait peur de perdre sa famille, qu'il m'avait complètement tenue pour acquise pendant des années, puis il m'a parlé de son père, qui était pareil avec sa mère, un homme absent, une femme qui faisait tout. Gérald m'a confié qu'il avait grandi en pensant que c'était ça, un mariage. Il n'avait jamais appris ce que voulait dire être partenaire. Il a reconnu que ce n'était pas une excuse, seulement la réalité. Il m'a dit qu'il nous aimait, les enfants et moi, plus que tout, mais qu'il n'avait pas été à la hauteur en tant que mari. Il m'a demandé s'il restait une chance pour qu'on se retrouve, pour que je puisse un jour lui pardonner. C'était la première fois qu'il se montrait sans se cacher derrière la colère ou la manipulation. Je le croyais sincère cette fois. Je lui ai dit que j'appréciais son honnêteté, mais qu'après tant d'années de négligence, une conversation emplie d'émotions ne suffisait pas. S'il voulait sauver notre couple, il fallait un vrai engagement, pas juste quelques semaines d'efforts avant de retomber dans ses travers. Je parlais de réelle thérapie, d'engagement à long terme, de changements profonds et durables dans sa façon d'agir. Je lui ai dit que je ne voulais plus porter le poids de tout ça pendant qu'il se contentait du minimum en espérant qu'on l'applaudisse. J'ai insisté. J'avais besoin de preuves, pas juste d'un sursaut de peur. Il m'a demandé ce qu'il devait faire. Je lui ai proposé de commencer par trouver un thérapeute. Il a acquiescé, il a promis qu'il le ferait. Je lui ai redit que cette fois, j'étais sérieuse, et il a compris. Ensuite, il est simplement remonté dans sa chambre. Je suis restée là, allongée dans le noir, à me demander s'il tiendrait vraiment parole cette fois, ou si ce n'était qu'une de ces crises qui finissent toujours par passer. La semaine suivante, Gérald est rentré à la maison et m'a annoncé qu'il avait trouvé un thérapeute, avec un rendez-vous déjà fixé pour le jeudi après-midi. J'ai été surprise, j'avoue, mais j'ai fait de mon mieux pour ne rien laisser paraître. Il y est allé, comme prévu, et en rentrant, il m'a confié que ça n'avait pas été facile, mais qu'il en avait retiré quelque chose de positif. Il a repris rendez-vous pour la semaine d'après, et il y est retourné, et encore une fois, sans que j'aie à lui rappeler ni le pousser, il est allé à ses séances chaque semaine. Au bout d'un mois, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Il s'est mis à faire sa lessive sans râler, il a préparé le dîner à plusieurs reprises, rien de grandiose mais de vrais repas. Il rangeait son téléphone pendant les repas et demandait sincèrement aux enfants comment s'était passée leur journée. Il s'intéressait aussi à mon club de lecture, à mes cours de yoga, pas juste pour faire semblant, mais parce qu'il voulait vraiment savoir. Quand je revenais de randonner le dimanche, il me demandait comment étaient les sentiers, et il m'écoutait vraiment répondre. Tout ça avait un air plus sincère que ses efforts passés, comme s'il ne faisait plus les choses pour être félicité, ni pour se donner bonne conscience, mais parce qu'il y mettait du cœur. Je restais prudente, attentive à voir si cette nouvelle dynamique tiendrait sur la durée, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un début d'espoir. Au bout de 4 mois de thérapie, la période des playoffs de foot a commencé. Un samedi après-midi, après avoir bu un café avec des amis, je suis rentrée et j'ai retrouvé Gérald affalé sur le canapé, la télé branchée sur les sports et le téléphone à la main. Il n'avait pas bougé depuis mon départ, 3 heures plus tôt. Le lendemain, même scénario, il a passé toute la journée devant les matchs, à peine levé sauf pour aller grignoter. J'ai eu l'impression de revenir en arrière. J'étais déçue, mais sans trop de surprise non plus. Une part de moi s'attendait qu'il retombe dans ses travers. Le lundi soir, au dîner, je lui ai fait remarquer qu'il avait passé le week-end devant la télé, exactement comme avant. Il s'est tout de suite braqué. « C'est juste les playoffs ?» J'ai répondu que c'était exactement le même schéma que d'habitude. Il s'apprêtait à protester, puis il s'est arrêté, a soupiré profondément et reconnu que j'avais raison. Il s'est excusé en admettant qu'il retombait parfois dans de vieilles habitudes, sans chercher d'excuses ni se justifier, simplement en assumant. Pour moi, ça valait plus que s'il avait été parfait du début à la fin. Sa réaction m'a rassurée. Il apprenait réellement quelque chose en thérapie. Il arrivait à se remettre en question, sans retourner sa colère contre moi dès que j'osais pointer un problème. On approchait du gala de danse de Ruby, prévu 6 mois après le début de la thérapie. Ruby répétait sa chorégraphie dans le salon depuis des semaines, chaque mouvement affiné encore et encore pour atteindre la perfection. Le spectacle avait lieu le vendredi soir à la maison de quartier et j'avais promis à Ruby d'arriver tôt pour avoir une bonne place. Je n'avais rien dit à Gérald, il viendrait s'il voulait, mais je n'allais plus insister. Je suis arrivée 30 minutes à l'avance, me suis installée au 3e rang, tout près de la scène, entourée d'autres parents armés de bouquets et de téléphones prêts à filmer. Les lumières se sont éteintes, les premiers danseurs sont entrés, et je jetais des coups d'œil vers la porte sans savoir si j'espérais voir Gérald ou si j'appréhendais sa venue. Puis 5 minutes avant le passage du groupe de Ruby, je l'ai vu se faufiler discrètement au fond de la salle. Il m'a aperçu, a rejoint l'allée, s'est assis à côté de moi sans un mot, juste un hochement de tête, puis il a fixé la scène, sans sortir son téléphone une seule fois.
Quand Ruby est montée sur scène dans son costume, les cheveux tirés en arrière, je me suis sentie envahie par la fierté. La musique a commencé, elle a exécuté toute sa chorégraphie parfaitement. Chaque pas, chaque pirouette et chaque saut comme elle les avait répétés sans relâche. J'ai filmé bien sûr, mais je l'ai surtout vraiment regardé, admirant son assurance et le bonheur qui se lisait sur son visage. À la fin, la salle a applaudi, les enfants se sont inclinés, Ruby a balayé la foule du regard et son visage s'est illuminé en nous voyant tous les deux là. Après le gala, on a attendu qu'elle se change, puis, quand elle est apparue, Gérald s'est accroupi à sa hauteur et lui a dit qu'il avait adoré sa pirouette du milieu et que ses sauts étaient carrément synchronisés. Le visage de Ruby rayonnait pendant qu'il lui parlait de moments précis et elle lui a expliqué combien cette pirouette lui avait demandé de travail. Il l'écoutait vraiment, attentif à chaque mot. Sur le chemin du retour, elle a parlé sans s'arrêter du spectacle, de ses amis, des chansons qu'elles espéraient danser l'an prochain, et cette fois Gérald posait des questions, réagissait vraiment à ce qu'elle racontait, au lieu de grogner 2-3 mots comme avant. J'ai réalisé à quel point sa présence attentive comptait pour les enfants, qu'ils avaient eux aussi besoin qu'il soit là. Pas seulement de corps, mais réellement présent et attentif à ce qu'ils vivaient. Je n'étais pas la seule à m'être sentie invisible pendant toutes ces années. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, Gérald et moi nous sommes retrouvés autour de la table de la cuisine, chacun une tasse de thé. Il m'a dit vouloir parler de notre avenir, de ce que pourrait devenir notre mariage. J'étais nerveuse, mais aussi prête à en discuter. Il a reconnu qu'il ne pouvait pas promettre d'être irréprochable à l'avenir, qu'il lui arriverait sûrement encore de faire des erreurs ou de retomber dans de vieilles habitudes, mais il a ajouté qu'il voulait continuer à essayer, à travailler sur lui et sur nous deux. Je lui ai répondu que sa sincérité comptait, mais que j'avais besoin de voir des efforts vraiment durables, au moins 6 mois de plus, pour avoir confiance, pour croire que ce n'était pas juste une bonne résolution de plus qui s'évaporerait. Je lui ai expliqué que j'avais été trop de fois déçue par des tentatives qui ne tenaient jamais sur la durée. Il a hoché la tête, l'air vraiment compréhensif, et m'a assuré qu'il avait compris. J'ai suggéré qu'on tente une thérapie de couple, tout en gardant ses séances individuelles. Il a accepté tout de suite, ce qui m'a vraiment surprise. On a parlé de ce dont chacun avait besoin, de nos limites, de ce qu'on voulait pour notre couple. C'était la première vraie conversation qu'on avait eue depuis des années, où on s'écoutait vraiment et où on essayait de se comprendre au lieu de se contenter de se défendre. Les mois suivants, Gérald a conservé la plupart de ses nouvelles habitudes. Il y a eu quelques petites rechutes, comme ce week-end où il est resté scotché à son téléphone, ou cette soirée où il a complètement zappé de m'aider avec la vaisselle. Mais à chaque fois, il s'en rendait compte tout seul et corrigeait le tir, sans que j'aie à lui faire remarquer. On a instauré nos mercredis soirs en amoureux. Il laissait vraiment son téléphone de côté et me parlait comme si ce que je disais comptait pour lui. On partageait mieux les tâches à la maison. Il s'occupait de sa lessive, préparait le dîner 2 soirs par semaine. Il était présent au match de baseball de Max, aux répétitions de danse de Ruby, assis sur les gradins, vraiment attentif plutôt que rivé à son écran. De mon côté, j'ai gardé mon club de lecture le mardi, le yoga le jeudi et la rando du dimanche, parce que j'ai compris que ces moments rien qu'à moi étaient essentiels, quel que soit l'état de notre couple. Ces activités et ces liens faisaient partie de moi maintenant, et je n'avais aucune envie d'y renoncer. Gérald, d'ailleurs, ne me l'a jamais demandé. Il avait manifestement compris qu'avoir ma propre vie me rendait plus heureuse, et que ça rendait aussi notre relation meilleure. Presque 1 an après la fameuse explosion de Gérald à son anniversaire, notre mariage était loin d'être parfait. On continuait à se disputer, il y avait encore des tensions, mais franchement, c'était bien mieux qu'avant, et depuis longtemps. J'étais fière d'avoir su poser des limites, et de ne plus céder systématiquement quand les choses devenaient tendues ou désagréables. Gérald avait encore du travail à faire. Il en aurait sans doute toujours. Mais maintenant, il faisait vraiment sa part, au lieu de s'appuyer sur moi pour tout gérer. Petit à petit, on construisait quelque chose de plus équilibré, de plus sincère aussi, que tout ce qu'on avait connu jusque-là. Pour la première fois depuis des années, j'étais pleine d'espoir pour notre avenir, au lieu de simplement m'y résigner.